Bon bah Emmanuel, salut. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter cette invitation. C'est super d'enregistrer ensemble, je suis ravi. Merci. Je redonne un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent. On s'est rencontrés la semaine dernière à une conférence, une formation que tu as donnée sur le Web3 et nous forcément ça nous a intéressés. T'es plutôt expert sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire Web3 en général ou plutôt métaverse? Tu t'es spécialisé dans quelque chose toi aujourd'hui ou... Alors moi je suis parti de la blockchain, mais effectivement tout ce qui est Web3, métavers, NFT. Pour moi c'est un millefeuille qui est lié. D'accord, oui bien sûr, tout est lié. Mais aujourd'hui tu bosses là-dessus et je crois plus particulièrement sur les assurances, l'aspect assurance. Alors moi en fait c'est mon secteur d'origine. L'idée c'est d'accompagner en fait ce secteur à aller vers le Web3. Ouais. On en est très très loin aujourd'hui. Et comme il y a eu quelques beaux exemples dans les mois qui viennent de passer, j'essaie de faire prendre le TGV aux assureurs, aux banquiers. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant. On va y revenir. Tiens, si on pouvait commencer par là, est-ce que tu peux me pitcher rapidement ton activité actuelle? Alors, donc, moi, je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Aztec. Ouais. J'ai 3 activités au sein de ce cabinet de conseil qui sont accompagner les startups à lever des fonds sur la partie Web3 et NFT. Donc, ce qu'on m'a dit à structurer leur deck et à trouver des investisseurs, donc la partie levée de fonds. Du conseil effectivement pour des grands groupes et des petites entreprises sur la partie Web3 et NFT. Et dernière chose, je fais du delivery, c'est-à-dire que je fais des formations sur le Web3 et les NFT et j'aide les clients à créer leur petit métavers, leur petit espace dans des métavers existants ou à créer leur NFT utility, c'est-à-dire adapter leur activité. Voilà. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es là-dessus Alors, j'ai monté mon cabinet en mai 2021. Ouais. Voilà. Et derrière, on a commencé à travailler sur ce sujet à partir du mois de juin. Voilà, ça fait une petite année. Voilà. Ouais. Et c'est déjà, je crois que ça marche déjà bien. Ah, c'est génial, il y a des beaux projets qui se font. Ouais. C'est très très rapide. C'est fou. C'est à l'image du Web3, ça va vite. Tout va vite. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, tu vis de ça complètement? Ah, du coup, aujourd'hui, je vis de ça. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est un monde hyper bienveillant, le Web3. Et en plus, il y a énormément de freelance. Ouais. Donc, c'est une très belle communauté qui permet à pas mal de gens d'en vivre. Ouais. T'es arrivé comment là-dedans? Moi, ça fait longtemps. Je suis tombé dans la blockchain en 2012 quand un copain dev m'a offert un bitcoin. Donc, à l'époque, je lui ai dit, mais ça sert à rien ton truc. Un copain t'a offert un bitcoin, voilà. D'accord. À l'époque, c'était un petit cadeau sympa. En 2013, il m'en a offert un deuxième. J'ai dit, mais écoute, pourquoi tu m'offres ça? Donc, comme j'y connais strictement rien, parce que j'étais expert en diamant, donc c'est pas du tout le même domaine, j'ai été voir à l'époque 2-3 personnes, type Laurent Leloup, type Pierre-Philippe Papron. Je leur ai dit, écoutez, aidez-moi, je comprends pas. Et donc, ils m'ont tous les deux gentiment consacré une journée chacun pour discuter avec la blockchain. Et derrière, j'ai monté ma startup derrière en 2016 parce que j'ai compris qu'il y avait un sujet. Et depuis, j'ai pas lâché le truc. Et évidemment, les NFT, dès 2020, ça a été une vraie révolution. Et le Web3 derrière, qui est un étage du millefeuille. Donc effectivement, je suis tombé dedans il y a longtemps, mais tous les jours, faut se réinventer. C'est clair. Ouais, ok, intéressant. Et donc, ça fait 10 ans déjà que tu es sur les sujets. Ouais, ça fait 10 ans, ouais, mais ça passe vite. Hein. Ouais, j'imagine. Je commence à le comprendre, moi, depuis que j'ai des enfants. Ok, donc aujourd'hui, on peut dire que tu es positionné comme expert du Web3. Un premier truc qui m'a intéressé, c'est que dans cet écosystème qu'est le Web3, on n'est pas obligé de bosser à Paris. Toi, j'ai cru comprendre que tu étais entre deux espaces. Ouais, c'est assez génial. C'est-à-dire que le Web3, tu peux être où tu veux. Alors moi, j'ai choisi de revenir dans ma région d'origine qui est l'Indre, le 36, qui est un département que personne connaît. Et j'ai pu acquérir 800 mètres carrés au bord d'une rivière et en faire un lieu de formation. Donc je reçois mes clients parisiens, tu vois, là-bas pour les former au Web3. C'est assez génial. Trop bien. Il y a la fibre dans la rue, donc on a une meilleure connexion qu'à Paris. Et on peut vraiment se dépayser, on peut travailler d'où on veut. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, ça, je confirme complètement. Et c'est marrant parce qu'il y a... Enfin, les gens faisaient déjà, je connais 2-3 business angels qui font des formations pour entrepreneurs dans leur maison, dans les Yvelines ou quoi. Maintenant, c'est pour le Web3, c'est top. Ok, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est pour ça que je viens de voir. On va parler un peu de métaverse. Le but, c'est sur notre chaîne de faire comprendre aux gens, de vulgariser le Web3, de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que l'imaginaire que la presse montre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un métaverse aujourd'hui pour toi? Alors déjà, il faut démystifier. Donc c'est un univers virtuel. Voilà. On recrée en fait le monde réel dans un espace virtuel. C'est un monde qui est effectivement persistant.
Ça veut dire que ton avatar continue à avoir des expériences même quand tu es déconnecté. Ouais. Et puis c'est un monde qui est basé sur la blockchain et les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des monnaies sous-jacentes qui permettent en fait de faire des échanges économiques. Donc on tokenise en fait dans ces univers les terrains, les véhicules, les vêtements des personnages, etc. Donc il y a vraiment une économie qui est sous-jacente, qui est extrêmement intéressante. On monétise en fait le web 2. Et donc chose qui est intéressante à préciser, c'est que tu l'as dit, on tokenise. C'est pas forcément des monnaies, c'est des crypto-actifs qui viennent de l'univers blockchain. Et la blockchain, tu me dis si je me trompe, mais ça permet d'avoir un titre de propriété inviolable dans le métaverse. C'est pour ça que ça a une valeur en fait, ces objets en métaverse. Exactement. En fait, il n'y a pas de litige puisqu'en fait la propriété est inscrite dans la blockchain. Et on a commencé en 2016 à parler de ces tokens quand on a commencé à utiliser la blockchain comme un huissier numérique. Parce que moi j'avais développé dans ma première startup où on était en capacité de figer des événements pour des assureurs, pour des banquiers, etc. En fait, c'était la version 3.0 de l'huissier. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on te permet en fait d'être sûr d'avoir une propriété. Et on est en train de la démembrer, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui louent des espaces dont ils sont propriétaires dans le Web 3. Ouais, bien sûr. C'est hyper intéressant. Et, du coup, les premiers concernés par le Web 3, juridiquement parlant, j'allais dire, ça va être les notaires, en fait. Alors clairement, il y a un sujet pour eux. C'est une profession qui évolue lentement, mais ils vont y aller évidemment. Ouais, passionnant. Ok, donc on a une image globale de ce que sont les métaverses. Donc déjà, la presse parle souvent du métaverse à cause peut-être de Facebook et de Meta. On est d'accord qu'il y a beaucoup de métaverses. En fait, c'est tout simplement des applications. C'est une évolution virtuelle avec une meilleure expérience que ce qu'on a déjà avec Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux, par exemple. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, il n'y a pas un métaverse parce que nous, on a créé une petite asso qui s'appelle France Meta. Ouais. Parce qu'on voulait montrer que on mettait la France avant le méta et que les méta étaient interopérables et ouverts. Et aujourd'hui, il y a une 50aine de métavers qui existent. Ça serait vraiment génial qu'il y en ait des millions. Et même que chaque personne dans le monde ait son propre métavers dans lequel il puisse inviter des gens. Donc effectivement, c'est une interaction beaucoup plus simple que tous les réseaux sociaux parce qu'on les met tous dans un seul endroit. Il faut vraiment que tout le monde puisse avoir accès à ces métavers, même des endroits aujourd'hui dans le monde où ils n'ont pas accès à Internet. Il faudrait que demain, ils puissent être dans ces métavers-là. Ouais. Ok, d'accord. Ok, passionnant. Je t'ai parlé justement de Facebook, de Meta, du groupe Meta qui détient Facebook et d'autres entreprises, ce qui a un peu fait peur à tout le monde. Mais du coup, il y a des applications concrètes aujourd'hui dans le métaverse que j'aimerais mettre en avant. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes qui aujourd'hui ont un intérêt, que ce soit pour les marques, pour les consommateurs? Alors, tu vois, aujourd'hui, on prend l'exemple de Meta. Il a annoncé il y a moins d'une semaine que 46% des droits seraient récupérés par Facebook. Donc là, tu vois, tu as un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une taxation dans leur projet qui est tellement énorme qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont pu même imaginer. Alors ça, pour que je comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, eux, ils veulent créer leur métaverse. Ouais. Ils ont un projet de monde virtuel dans lequel les marques pourront venir. On pourra il y aura un vrai écosystème. Et eux, par contre, ils prévoient de taxer comme le gouvernement prend une TVA, en fait. Ouais. Eux, ils prennent leur TVA, sauf qu'elle est énorme. Sauf que Apple, c'est 30%. On trouve ça très cher. Moi, j'ai fait des applications sur Apple Store, ils prennent 30% de ton CA généré. Là, Apple, ils étaient à 30, c'était déjà énorme. Là, ils passent à 46. Donc là, il y a un vrai sujet de 46 ou 47, j'ai retenu. Ouais, c'est ça. Donc là, ça veut dire que la moindre transaction sur le métaverse du groupe Meta, il y aura 47% qui ira dans la poche de Meta. Voilà. Est-ce que tu as vraiment envie de ça pour demain? Moi, je suis pas sûr. Donc, tu vois, moi, je pense plus à ces métavers ouverts où tu peux faire des actes de la vie quotidienne que aujourd'hui tu as beaucoup de mal à faire parce que c'est compliqué. Aller à la banque, aller chez ton assureur, aller faire tes courses. Carrefour a acheté un terrain sur Sandbox il y a quelques mois. Moi, j'accompagne des étudiants aujourd'hui Sandbox qui est un métaverse. Exactement, qui est un métaverse français, donc il faut le rappeler. C'est sympa d'avoir des boîtes qui sont françaises. Et qui a une bonne réputation mondialement, non? Ouais, très bonne réputation puisqu'en fait ils ont cette idée d'interopérabilité que nous on cherche au fond du parcours pour que les avatars puissent passer d'un métavers à un autre. Et pour revenir à Carrefour, aujourd'hui on va créer en fait l'usage que Carrefour permettra d'avoir dans un métavers. Donc ça c'est très intéressant. Dans un métavers en fait tu peux y aller quand tu veux, c'est toujours ouvert, tout le monde peut y aller, y compris ceux qui peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont des handicaps. Donc il y a un côté très intéressant. Et surtout tu peux en un clic te connecter avec quelqu'un qui habite à 3 mètres de chez toi. Ça m'est arrivé dans notre petit métavers aujourd'hui associatif. Je tombais sur quelqu'un, c'était le DSI d'EDF. Bon, c'est plutôt pas mal.
On discute. Puis au bout de 10 minutes, en fait, on se rend compte qu'on est voisins, qu'on habite à 50 mètres. Je l'avais jamais vu dans la vie réelle. Ouais. Donc je l'ai vu dans la vie virtuelle. Donc tu vois, il y a ce côté interactif qui est génial. Qu'on a déjà vu avec le gaming. Oui, exactement. Il y a 10 ans, les gamers jouaient ensemble sur Internet, ils devenaient potes et finalement ils sont devenus potes dans la vraie vie, quoi. En fait, tu remets du gaming dans ta vie. T'avais oublié que la vie c'était un jeu et là tu le retrouves. C'est ça c'est très intéressant. Et donc quand on imagine un métaverse avec tout le monde avec un Oculus Rift sur les yeux et personne qui sort de chez soi, on est d'accord qu'on va être très très loin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, alors déjà aujourd'hui on n'y est pas en termes d'infra. Il n'y a pas de 6G, il n'y a pas d'ordinateur quantique. Donc les métavers très puissants type Facebook ou Apple aujourd'hui peuvent pas encore tourner. C'est pour ça que tous les 3 mois ils nous disent qu'ils vont attendre parce qu'ils savent que ça marchera pas. Les métavers actuels qui tournent sont assez lents. C'est ça le sujet. Donc je pense qu'il faut commencer à des métavers que j'appelle vue d'oiseau, où tu as du 2D et demi ou du 3D simple, et là ça tourne sur tous les ordinateurs, avant d'aller vers ces métavers 3D, qui à mon avis arriveront en fin d'année. Ça c'est important. Ouais, d'accord, ok. Mais aujourd'hui, dans le concept de métavers, tu as un sujet intéressant. Tu peux acheter un sac à main virtuel, comme un Meta Kelly. Tu peux acheter aujourd'hui une voiture. Il y a des gens qui ont vendu des bateaux dans le métavers. Hein. Mais alors c'est ça, on était à une conférence ensemble, enfin à ta formation d'ailleurs aussi, et tu as vu dans la salle, les gens disaient mais ok, and so what? À quoi ça me sert d'avoir un bateau dans le métavers? Aujourd'hui, certes, la réponse est difficile, mais qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Moi je réponds que si tu es une marque, c'est intéressant, tu loues le bateau pour la soirée, tu fais un event où tu invites tes meilleurs clients, ou alors tu fais venir des clients qui payent 2 Ethers l'entrée, tu as rentabilisé ta location de bateau et tu as une aide exceptionnelle. Ce que Booba a fait dans son concert, c'est juste génial. C'est qu'il a effectivement créé un espace qui a coûté extrêmement cher dans un métavers, mais que le concert qu'il a fait, où il a fait payer $500 l'entrée en NFT, il a rentabilisé l'ensemble de son investissement. Et il y a un second marché sur ces NFT qu'il a fait? C'est-à-dire que derrière, les gens peuvent se les revendre, ou c'était un NFT qui vraiment servait comme place de concert ce soir-là? Alors c'est un NFT qui, à l'époque, servait place de concert, mais aujourd'hui, comme c'est un concert mythique, il y a un second marché. Ouais, d'accord, ok. De collectionneurs. Imagine le concert de Woodstock en NFT. Ouais. Ça aurait été génial. Ok, très clair. On est passé un peu sur la question de l'argent, c'est très bien, bonne transition. Aujourd'hui, je sais que le Web3 donne lieu à du earn to play, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ça, la notion de earn to play? Aujourd'hui, on a tous des enfants, ils jouent sur Minecraft, sur Roblox, etc. Et ils collectent effectivement des montants financiers aujourd'hui qui peuvent être importants en récompense. Et donc, ils sont collaborateurs du métavers. Et donc, résultat, ils ont des cryptos qui leur sont offertes. À l'époque, c'était effectivement des petites valeurs, mais aujourd'hui, moi, je vois mon fils sur Minecraft, au bout d'un an, il a gagné 0,5 Ether. Ça commence à faire des sommes importantes. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet, et il y a une économie qui est très très forte, parce qu'aujourd'hui, sur Sandbox, ceux qui créent les espaces, les artefacts, derrière sont rémunérés, puisque c'est vendu sur des plateformes type OpenSea, et donc ils touchent un montant en tant que créateur de ces éléments virtuels, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, mais moi, je vois surtout un autre symbole derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ça reste quand même très spéculatif. Aujourd'hui, les gens, ils vont pour gagner de l'argent, trouver un autre moyen d'épargne. Ils font donc, il y a le earn to play, donc qui est un jeu pour avoir une récompense. Les cryptos, on sait très bien que dans la version grand public, j'y vais pour spéculer. Aujourd'hui, on ne parlera pas des applications dans les métaverses, peut-être des crypto-actifs, mais enfin, on en parle un petit peu, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on est d'accord que ça parle beaucoup d'argent, quoi, le métaverse. Oui, mais tu vois, par exemple, ce que Apple Pay a sorti avec MetaMask il y a 48 heures, c'est que demain, avec ton Apple Pay, tu pourras payer avec ton portefeuille de crypto. Ouais. Donc, ça veut dire que demain, tu pourras payer ton café et ta baguette de pain avec tes cryptos. Donc, on est en train de faire que ces crypto-monnaies qui étaient aujourd'hui réservés au monde virtuel, demain te permettront d'acquérir des biens réels, parce qu'il y a un transfert entre l'ancienne et l'économie. Donc je trouve ça plutôt passionnant de se dire que demain les cryptos seront un moyen financier comme un autre. Ouais, et en plus on voit que du coup ce qu'a fait justement Apple Pay avec MetaMask, ça crée tout de suite le pont entre le virtuel et le réel. Ça veut dire qu'aujourd'hui mes bitcoins, je pourrais payer comme tu dis en crypto ma baguette ou mon café. Mais inversement, de la monnaie du monde réel pourra être utilisée dans le métaverse pour des investissements, pour de la communication, du marketing. Ok, très intéressant. Donc il y a le earn to play, et le earn to play, pardon, il y a l'aspect spéculatif. Et toi, je sais par exemple que tu as déjà investi, tu es déjà propriétaire de places immobilières. Ouais, alors restons raisonnables. J'ai acheté des terrains
sur plusieurs métavers, dont Upland, parce que c'est un métavers américain qui est très sympa, où à l'époque j'ai payé mes terrains $5. Upland, c'est un réseau social américain en fait. Ouais, c'est une sorte de Monopoly virtuel américain, mais il y a surtout énormément de joueurs tous les jours dessus. Je crois que c'est plusieurs Eux, ce millions. qu'ils font, c'est qu'ils recréent les villes américaines. Ouais, exactement. Exactement. Donc, comme si tu la voyais en version Google Maps. Exactement. Et tu peux acheter l'Empire State Building et en être propriétaire. Exactement. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est comme c'est américain, ça marche très fort. Donc ceux qui avaient le vrai terrain ont racheté le terrain virtuel à ceux qui l'avaient acheté sur le jeu. Ça, tu parlais de 15 millions Ouais. de visites par jour. Ouais. En fait, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu un endroit où les gens y vont tous les jours parce que si tu achètes un terrain, tu gagnes en fait rien que le fait d'être propriétaire un petit peu de crypto. Et donc, si tu construis dessus, tu gagnes plus de crypto. Si des gens passent sur ton terrain comme au Monopoly, tu gagnes des cryptos. Donc voilà, on est passé, tu vois, moi c'est des terrains, aujourd'hui ils valent $75 en 6 mois. Alors que tu les avais achetés $5. $5. Donc voilà, c'est un test intéressant. Bon, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas fait Paris, donc je leur ai dit que c'était un peu dommage que la capitale du monde soit pas représentée. Mais voilà, le CEO est un type assez intéressant et ils ont une roadmap qui est très intéressante, qui est très différente de celle de Sandbox, mais qui montre qu'il y aura vraiment des millions de métavers avec des actions différentes. Ce que je comprends pas, c'est que je sais que tu en as déjà parlé dans une conférence. Là, moi, j'achète sur Upland l'Empire State Building. Mais si un concurrent d'Upland vient et recrée la ville, il peut y avoir 2 propriétaires de l'Empire State Building. Ouais, exactement. Et je crois que tu prenais comme exemple que c'est déjà le cas en France. La Tour Eiffel, elle a été vendue 10 fois. 10 fois, ouais, c'est ça. En fait, mais du coup, il va falloir réguler tout ça parce que c'est vite le bordel. Moi, je suis pas sûr. En fait, celui qui collectionne la Tour Eiffel, il va vouloir acheter les 10 places virtuelles de la Tour Eiffel pour avoir sa collection complète sur tous les métavers. Ouais. Donc ça fera une émulation. Oui, c'est un truc de collectionneur. Tu le valorises beaucoup moins facilement s'il y en a 10. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais comme c'est des métavers où il y a des sujets différents, en fait, je suis pas convaincu que ça prenne pas de la valeur à terme. Non, peut-être, ouais. Moi, je me dis juste qu'aujourd'hui, si je suis une marque, je sais qu'il y a beaucoup de monde dans le métaverse. Je veux mettre ma pub sur la Tour Eiffel. Faudra que je choisisse celle où il y a le plus. Enfin, oui, en fait, c'est ça. C'est la Tour Eiffel du métaverse où il y a le plus d'utilisateurs. Exactement. En fait, le sujet qui est simple, c'est qu'un métavers marchera s'il a énormément de trafic. Ouais. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'on est au début, comme Internet en 2000, les trafics dans le métavers sont pas très forts. Ils sont forts dans les métavers de jeux type Fortnite, Roblox ou Minecraft. Dans les métavers type Sandbox ou Decentraland ou comme ça, il n'y a pas encore énormément d'utilisateurs. Ouais. Donc celui qui va gagner le match, c'est celui où il y aura des millions de personnes qui passeront tous les jours. Ok, donc ok, très intéressant. On a vu qu'il y avait des enjeux financiers du coup. J'ai parlé un peu de juridique tout à l'heure. Aspect financier, je reviens là-dessus. Toi aujourd'hui, le métavers, c'est un moyen d'épargne pour toi? C'est un nouveau moyen d'épargne? C'est un moyen alternatif. Je suis assez d'accord. Puisqu'en fait, aujourd'hui, d'une manière intéressante, tu peux acheter des terrains dans certains métavers en fait qui sont jeunes et récents, qui vont automatiquement prendre de la valeur. Les cryptos, c'est pareil. Les cryptos, en fait, les gens regardent leurs cryptos tous les jours. Faut pas faire ça. Faut regarder ça tous les 6 mois et voir le bilan. Mais tu sais que pour le Bitcoin, par exemple, ça m'amuse quand les gens me disent que le Bitcoin va s'écrouler. Il y a un effet halving pour le Bitcoin où de toute façon, tu sais qu'il va prendre de la valeur tous les 4 ans. Ouais. Donc il y a de la fluctuation. Le halving, alors ça c'est intéressant. Si on l'explique, c'est les mineurs la récompense est divisée par 2. Exactement. Donc ça c'est tous les 4 ans. Exactement. Le créateur de Bitcoin a décidé que les mineurs qui minent du Bitcoin, tous les 4 ans, leur récompense est divisée par 2 en Bitcoin. Oui. Ça et c'est surtout qu'en fait, c'est une rareté. Donc il y en a de moins en moins créés tous les 4 ans. On va arriver à la fin. Et donc la valeur va augmenter puisqu'il y a une raréfaction du Bitcoin. Ouais. En fait, l'inquiétude elle est plus là. Par contre, si tu regardes ça tous les jours, il y a une grosse variation. Oui, ok. Oui, mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde dit, en tout cas chez les gens un peu informés, que si tu as du Bitcoin, tu touches pas en fait. Exactement, tu le gardes. Touches pas, tu feras x2 dans les 10 ans et c'est mieux qu'un livret A à 1%. On appelle ça l'or numérique. Ouais, ok. Passionnant. Donc là, je voulais revenir au juridique rapidement. Moi, la question que je me pose, c'est les régulateurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est dans l'univers Web3 et c'est ce qu'on aime. C'est que les gens qui ont créé les crypto-actifs, c'est des gens qui voulaient se libérer d'une banque, d'un gouvernement et être propriétaires de leurs actifs. Et puis, il y a un aspect collaboratif, bien sûr. Est-ce que tu sais si les banques et les gouvernements aujourd'hui s'intéressent à ça, à l'aspect métaverse? Alors, pour être clair, on dit qu'il n'y a pas de régulation. On en parlera avec Pierre parce que c'est un peu le spécialiste. Ouais. Aujourd'hui, il y a un sujet qui s'appelle l'agrément PSAN.
qui est obligatoire en Qui France. s'appelle comment, pardon? Agrément PSAN. Ok. Pour créer de la crypto-monnaie ou de la monnaie virtuelle, il faut un agrément. Et même pour créer des NFT. Et aujourd'hui, tu n'as que 5 entreprises qui sont agréées PSAN en France, et il y a des millions de gens qui créent des NFT tous les jours. Ouais. Donc, ce sujet-là, il est important parce que c'est méconnu, mais les régulateurs ont déjà pris des mesures qui devraient être respectées, qui ne le sont pas. Deuxièmement, aujourd'hui, sur la partie taxe légale, etc., quand tu as des cryptos, des NFT, que tu les mets dans ton bilan comptable, Ouais. il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc, tu as des experts comptables qui savent faire. Et surtout, tu as des avocats spécialisés. Dont il y en a un qu'il faudra que tu interroges qui s'appelle Isat Begum, qui est une avocate franco-kenyane qui est très spécialisée sur les cryptoactifs et les NFT au niveau juridique. Il y a déjà des choses. Alors, il y a encore un flou sur certaines parties. Mhm. Par contre, les contours sont déjà dessinés aujourd'hui. Donc, les gens imaginent qu'il n'y a pas de contre tout, mais il y en a déjà. Et comme c'est assez ignoré, les gens on va dire, ne se posent pas de questions. Ouais. Alors que j'invite tous ceux qui créent des NFT, qui ont des cryptos dans leur portefeuille, à consulter les bonnes personnes. Parce Ouais. que vraiment, il y a déjà, on va dire, 30% du contour qui est fait. Voilà. Ouais, ok. Donc il y a un travail qui commence. Et donc il va y avoir des lois qui régissent les métaverses. Je prends un exemple, le vol ou le harcèlement. Parce qu'il y aura des hackers, tu vois. Alors je sais qu'il y a déjà eu des cas de harcèlement déclarés, avérés, et que pour l'instant c'est la justice là, essaye de se dépatouiller avec ça. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose dans ce sens-là? Ah oui, des lois, il va y en avoir, c'est évident. Aujourd'hui, le régulateur français, en tout cas, est très en retard. Ouais. C'est très nouveau. Mais là, pour donner un petit exemple drôle, sur le petit métavers associatif, on a quelqu'un qui s'est mis sur Pierre pendant 10 minutes et qui a envoyé un petit mail d'excuse en disant écoute, j'étais sur ton avatar, j'en suis réellement désolé. Alors, non, on s'était pas rendu compte, si tu veux. Ouais. Donc, il y a quand même déjà, tu vois, des gens qui se rendent compte, Qui ont conscience qui sont conscients de ça. La loi, le problème, c'est qu'elle arrive souvent 5 ans après. Donc aujourd'hui, sur Upland par exemple, si tu contreviens aux lois du métavers, et tu signes une charte quand tu rentres dans ce métavers, tu es envoyé directement à Alcatraz. Ouais. Voilà, tu y restes pendant 3 mois, tes cryptos sont confisqués, et au bout de 3 mois, tu as le droit de ressortir à Alcatraz, et tes cryptos te sont redonnés. Ah, donc il y a déjà de la prison virtuelle. Il y a déjà la prison virtuelle, il y a déjà des métavers qui ont fait leur propre police, parce que les gens étaient insultants, parce que les gens, etc. Voilà. Donc c'est un petit passionnant. exemple. Ouais. Ouais, ok. Ok, donc bon, bah, ça se met en place doucement, mais il y a une juridiction qui va être mise en place. C'est intéressant que tu dises qu'en France, on est à la bourre là-dessus parce que on est pourtant sur l'aspect blockchain, Web3 en général, on va dire écosystème Internet. On est les plus actifs en Europe. Et du coup, comment t'expliques que la justice, enfin les régulateurs suivent aussi lentement, quoi? Bah parce qu'on est encore dans le Far West aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est cette ruée vers l'or où je dirais qu'on a les petits carrés de mine, elles sont pas encore déterminés. Il y a pas de cadastre aujourd'hui. Il y a eu un nombre de rescrits fiscaux énorme depuis 1 an par les avocats et les experts comptables. Il n'y a pas de réponse. Par contre, quand on va arriver, la réponse, on a intérêt à être prêt. Ouais, j'imagine. Ok, donc toi, ton sujet aujourd'hui, enfin ton expertise via ton background, c'est les assurances. Ouais, assurance et entre autres. C'est quoi leur intérêt c'est quoi l'intérêt de s'assurer dans un métaverse aujourd'hui? C'est quoi le sujet en fait? Toi aujourd'hui, tu bosses sur quoi avec les assureurs? Le sujet, il est simple. Demain, déjà, les gens iront dans un métavers pour gérer leur police d'assurance de leur maison, de leur voiture. Puis après, tu as les actifs virtuels. Aujourd'hui, tu achètes une Alfa Romeo, on te donne un NFT avec. Ton NFT, c'est un jumeau numérique que tu pourras utiliser dans le métavers. Donc les gens auront des biens virtuels aussi, des maisons, des voitures, des sacs à main, etc. Ça fera bien les assurer, ok. Et puis troisième volet, il y a des gens qui ont des collections de NFT importantes aujourd'hui. Pour les collectionneurs d'art, c'est important. Ils ont des portefeuilles entre 500 000 et 1 million d'euros de NFT. Aujourd'hui, c'est inassurable. Donc, on a des matières assurables nouvelles qui sont en train de se créer. Et on a des comportements, des expériences clients qui vont changer. C'est-à-dire que les gens n'iront plus dans l'agence AXA du coin, l'agence Alliance. Ils iront dans un métavers pour gérer l'ensemble de leur problème d'assurance. Et là, il y a un vrai gap à franchir pour l'assureur. C'est prendre le TGV, proposer des solutions d'assurance sur ces parties virtuelles et crypto-monnaies et permettre à leurs clients d'avoir accès à l'assurance dans un monde virtuel. Ouais, d'accord. Voilà. Pour la banque, c'est pareil, hein. Même sujet pour le banquier. Ouais. Oui, sauf que l'intention de départ, c'était de sortir de la régulation de la banque. Donc, est-ce que on peut imaginer qu'il y aura des banques coopératives, je ne sais pas comment on appelle ça, mais où en tout cas, on sait ce qu'on fait de ton argent, quoi. Aujourd'hui, quand tu places ton argent sur un livret A, je prends toujours cet exemple assez basique, mais tu sais pas ce que la banque va faire avec.
Ouais, alors pour les cryptos c'est un peu différent. Mais là t'as une banque au Portugal, j'ai vu ça il y a 2 jours, qui accepte les crypto-monnaies maintenant. Donc faut regarder comment ils vont faire pour gérer ce sujet. Ouais. Bah, les néobanques vont toutes s'y mettre, ouais. Je vois. Enfin, ça me semble obligatoire en fait. Le virage est pris, donc je sais pas si tu as entendu parler des grosses banques françaises, s'il y en a qui bossent sur ces sujets-là. Ah, moi j'ai un exemple pour mon assos, j'ai un CEO d'une boîte qui a voulu payer en crypto son adhésion. J'ai créé un wallet, hein, c'est pas très compliqué, mais quand j'étais voir ma banque, je ne dirais pas la banque, hein, par souci de confidentialité, ils m'ont dit mais on peut pas vous mettre les cryptos sur le compte, c'est pas possible. Ouais. Donc, il y a encore aujourd'hui un blocage, donc il va falloir qu'ils le passent parce que ils ont un nombre de clients qui vont arriver avec des cryptos demain et qui vont vouloir les mettre sur le compte. Ils vont devoir trouver une réponse. Ouais. On va voir, ça va arriver vite. Ça me permet de faire la transition sur un sujet. C'est aujourd'hui, tu vois, toi, tu parles d'assurance dans les métaverses, dans le Web3 en général. Est-ce que ces gens-là, ils se disent, on s'intéresse aux générations futures, ou nous, qui sommes trentenaires, quadras ou quinquas, on va être concernés par ces sujets-là? Est-ce que tu penses que la vague Web3 va englober tout le monde, ou aujourd'hui c'est plutôt on se prépare aux gens qui ont 15 ans aujourd'hui, qui en auront 18 très bientôt Alors moi, pour faire peur aux assureurs, aux banquiers, je leur dis les gens de 15 ans, ils auront 18 ans dans 3 ans. Ouais. Par contre, pourquoi ça leur fait peur? Parce que c'est des gens qui vont être demandeurs de services qui n'existent pas. Voilà. Par contre, je pense que nous, on va être vraiment touchés très vite parce que aujourd'hui, on est, du fait de toutes ces crises sanitaires, du confinement, etc., on est devenus digitaux sans le savoir. Donc, en fait, ces services digitaux, on va les utiliser d'une manière de plus en plus simple. Et si demain, au lieu de mettre un casque Oculus qui pèse 3 kilos et qui te donne mal à la tête au bout d'une demi-heure, t'as une paire de lunettes extrêmement fine ou une montre connectée qui te permet dans un métavers pour faire tes activités quotidiennes, comme ça sera plus simple, bah, tu vas y aller, quoi. Ouais, c'est ça le sujet, c'est la simplicité. On l'a vu ensemble, mais aujourd'hui, il faut s'y intéresser pour comment on appelle d'ailleurs les gens qui s'intéressent à la crypto? Les crypto-enthousiastes. Ouais, exactement. Voilà. Les crypto-enthousiastes, c'est des gens qui se sont planchés. Bon, c'est de plus en plus simple parce qu'il y a les forums, il y a Discord, etc. On y reviendra, mais il faut se payer un petit mal de crâne au départ quand même pour se créer un compte Coinbase, comprendre comment envoyer mes actifs Coinbase sur mon wallet, qui est un portefeuille virtuel du coup, mais pas si virtuel parce qu'il y a de la valeur dessus. Et après, il y a une application dans le métaverse, donc il y a encore d'autres comptes à se créer et des échanges à faire. C'est là où moi je me dis qu'il y a un filtre générationnel. C'est soit il y a une startup qui va réussir à ultra simplifier tout ça. Faire une super app. Ouais. Pour notre génération, il faudra une super app. Et pourquoi elle n'existe pas? C'est ça que je comprends pas. Parce que là, ça y est, on est dedans, quoi. Pourquoi elle n'existe pas? C'est une bonne question. Parce que les cryptos, c'est un monde très fermé. Ouais. Et qu'ils voulaient que les personnes qui soient, on va dire, acteurs dedans, soient des curieux. Exactement. Mais demain, pour que Madame Michu rentre dedans, il va falloir une super app très simple avec 3 boutons. Ouais, mais si tu veux, c'est ça. Si tu veux faire grandir ce monde et prendre, qu'ils prennent l'ampleur qu'on a envie qu'ils prennent, il faut en effet que ce soit simple. Il faut que le grand public y ait accès. L'aspect communautaire. Là, justement, on vient de parler de. Tu viens de me dire. Le Web3, c'est un monde très fermé, le monde des cryptos, mais à la fois très ouvert. C'est assez paradoxal, mais si tu te ramènes sur des Discord, que tu poses des questions, les gens te répondent. Toi, tu m'as dit, c'est ce que tu m'as expliqué en début d'entretien. Toi, tu es arrivé, tu as demandé à des gens du milieu, ils ont pris une journée pour t'expliquer comment ça marchait. Et donc ça passe notamment par une plateforme qui s'appelle Discord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'impact, enfin, c'est quoi Discord par rapport à un WhatsApp, quoi, et pourquoi ça a tant d'intérêt dans le Web3? Alors Discord, c'est une plateforme où il y a toujours des gens connectés en permanence. Ouais. Et l'intérêt, c'est que sur Discord, comme c'est un monde à part, bizarrement, tu poses une question, tu as toujours quelqu'un d'un réseau qui va te répondre. Ce côté bienveillant que t'as pas dans WhatsApp finalement. T'as pas besoin de créer de groupe. Quand t'es connecté à quelqu'un sur Discord, dès que t'as une question, il le transfère à l'ensemble de ses réseaux et résultat, t'as des réponses extrêmement rapides. Et c'est le moyen aujourd'hui de diffusion des NFT, de diffusion des métavers. Donc c'est vraiment le canal qui a été choisi par les développeurs depuis X temps, mais aujourd'hui qui s'ouvre au public. Voilà. Donc tu as ces simples d'utilisation, etc. Donc il y a ce côté bienveillant communautaire qui est très présent dans Discord. D'accord, ok. Et du coup, Discord s'est positionné comme le réseau un peu Web3. Grâce à quoi? C'est via le gaming? C'est via le gaming, clairement. Twitter plus Discord, t'as toutes les infos pour avancer dans ces sujets de métavers de Web3. D'accord, ok.
Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme évolution dans les 2 années qui viennent là, pour le Web3, justement? C'est quoi pour toi les avancées majeures? Alors clairement, une des premières, c'est l'interopérabilité. Donc quand tu parles d'interopérabilité, on a dit qu'il y avait plusieurs métaverses. Oui. En fait, c'est comme Facebook, WhatsApp, Instagram. Mhm. On a un avatar sur Instagram qui est notre photo de profil. Exactement. Là, ce sera juste l'expérience qui est différente. Euh, et du coup, il faut pouvoir les rendre interopérables. C'est-à-dire que mon avatar dans Minecraft, il faut qu'il puisse se rendre dans Sandbox ou dans Pland. Enfin, pas Exactement. Pland, mais... Ton avatar, il faut qu'il aura des vêtements, il aura de l'expérience, il aura des cryptoactifs, il aura des véhicules, il aura plein de choses. Il faut qu'à terme, il soit capable de se transférer avec son portefeuille dans d'autres métavers. Là, je suis une boîte à Toulouse qui s'appelle Metavatar. Eux, ils ont comme sujet de faire des avatars extrêmement ressemblants, qui sont interopérables avec les différents métavers. Donc l'idée, c'est que les API soient connectés. Et je pense que c'est ça qui est un sujet important, c'est que c'est un des points centraux du succès des métavers, c'est que tu auras ta personnalité que tu t'auras avec toi quand tu changeras de métavers pour les différents actes. Après, je pense qu'il faut que l'accès soit ultra simplifié. Donc on parlait de super app tout à l'heure. Faut que tu aies une super app qui te permette il y a des Français qui ont fait ça à Dubaï, c'est-à-dire que tu rentres dans un métavers, tout ton chez crypto, wallet, etc. soit automatisé pour que tu n'aies plus à te stresser avec ces 40 apps à installer, hein, c'est clair. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est que les IoT qui te permettent de te connecter à ces métavers soient extrêmement simplifiés. On sait qu'Apple va sortir des connectés dans 3-4 mois. Ce sera peut-être une bonne connexion, peut-être un IoT que ton fournisseur d'accès Internet te permettra d'installer dans une pièce pour que tu te connectes, mais que tu n'aies pas d'outils compliqués à mettre en place pour te connecter. Ça, c'est extrêmement important. Et puis après, finalement, il y a tous ces sujets de droit des avatars et de protection des données personnelles. Et ça, je suis désolé d'insister un peu dessus, mais Facebook, c'est un peu l'anti-protection des personnels. Et ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut que les avatars soient en capacité d'avoir dans leur NFT, parce qu'un avatar, c'est un NFT, hein, ses droits et ses permissions qui sont intégrés pour qu'ils soient protégés et que leurs données ne soient pas transférées à tout le monde. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet important. D'accord. Ok. Ouais, donc ça, c'est les grandes évolutions qui vont venir là. Ok, très clair. Parlons un peu de France Méta. Oui, en 2 mots. Donc en fait, Pierre et moi, on s'est dit qu'à un moment, il fallait acter l'idée que le méta n'était pas que Facebook. Et qu'effectivement, il y avait énormément de belles boîtes françaises, type Sorare, type Sandbox, type Ledger, parce que je connais très bien Eric Larchevêque, qui a été accéléré par Alliance en 2016. Donc tu vois, c'est quand même des paris que des boîtes françaises ont fait. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble pour faire un métavers français. Voilà. Ouais. Cette idée-là très simple. Et donc cette assoce, on l'a montée en fait en 2 minutes dans un petit département qui s'appelle l'Indre, qui est tout perdu. Et on est 1200 aujourd'hui, en moins de 2 mois. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt. On voulait faire une plateforme de rencontre, donc c'est le Metaware associatif qu'on a monté. Donc tous les soirs à 18h, on se retrouve dessus pour échanger sur des sujets. On est on a une newsletter qui paraît maintenant toutes les semaines où on essaie d'agréger des articles de membres de France Méta, donc c'est donner la parole à nos adhérents. On va monter un sommet fin juin sur le climat, métaclimat, avec Jill Evans pour parler de métavers mais d'influence sur le climat. Parce qu'on pense, ça c'est très intéressant, ouais. On pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de climatique qui est que le Web3, les NFT peuvent ou aider ou solutionner. Donc l'idée c'est de montrer que... T'as des exemples en tête? Ouais, on a un sujet qu'on travaille avec Pierre sur les NFT du Sahara, où aujourd'hui on pense que ces territoires où il y a rien, demain grâce aux NFT on peut leur permettre un développement durable grâce à des investisseurs qui achètent des NFT et qui redistribuent les fonds sur le terrain. Donc il y a de la spéculation dans les NFT, mais il y a aussi des projets intéressants qui vont être montés. Donc la SOS veut porter ces projets. Donc le climat en est un, on en a d'autres. Et l'idée c'est qu'avec les membres, on mette environ 2-3 sommets par an sur ces sujets-là pour faire développer des projets. Voilà. C'est ça l'idée. Comment on devient adhérent à France Méta? Alors c'est très simple. Tu as un formulaire qui est sur le métavers Transméta si tu veux y aller, ou alors on peut l'envoyer. C'est gratuit pour les particuliers, c'est payant pour les entreprises. L'idée étant que les entreprises nous permettent de monter ces sommets et qu'on puisse développer des projets spéciaux pour les entreprises pour les accompagner. Parce que l'idée c'est aussi que il y a deux compétences intéressantes à 2 endroits de la France. Si on les met ensemble, ça fait un beau projet de plus. Voilà. Trop bien. Hyper intéressant. Moi, je suis adhérent en tout cas depuis une semaine. Pour finir,
nous qui aimons faire du contenu sur le Web3 et essayer d'informer le plus de monde possible sur ce que ça représente et ce que ça va devenir et ce monde génial que ça devient, qui tu me conseilles d'aller rencontrer? Est-ce que tu as des gens, des références qui te viennent en tête qu'il faut absolument rencontrer pour mieux comprendre le Web3? Alors, Pierre Papron est un bon élément parce que c'est quelqu'un qui a une antériorité et qui est capable de se projeter 10 ans en avant. Je pense que sur le Web3 aujourd'hui, tu as des entreprises assez visionnaires et je rebondis parce que Sébastien Bourget est un mec vraiment bien. Qui fait c'est Ledger, non? C'est Sandbox. Sandbox, pardon. Ouais. Oui, non, je confonds. Ouais. Ce Sandbox parce que il a un rétro-planning sur 5 ans qui est vraiment intéressant. Voilà. Éric Larchevêque, qui est quelqu'un de brillant sur Ledger, qui pourrait être intéressant à rencontrer. Et après, il serait intéressant que tu rencontres des grands comptes qui ont acheté des terrains sur ces métavers. Ils ont sûrement une idée à la tête. Voilà, et je pense que les invités pourront en parler, par exemple l'ICO d'AXA ou le CEO de Carrefour. Ça va être intéressant parce que c'est des projets qui sont à très long terme pour eux. D'accord. Voilà. Passionnant. Ok. Bah merci pour ces petits échanges et puis avec joie. On en a appris beaucoup déjà, c'est top et j'espère à très vite. Du coup on te retrouve sur France Méta, sur le Métaverse tous les soirs à 18h. Tous les soirs à 18h. Ok, il a un nom le Métaverse de France Méta? Il s'appelle Genesis. Genesis, voilà. Ok, et bah à très vite alors. Ça marche, merci. Salut.